Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus ce soir à cette nouvelle édition des Jeudis de la Fondation. Je voulais remercier aussi les personnes qui nous suivent en direct sur le web par notre webinaire. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde puisqu'il s'agit des polluants du quotidien. Donc, comme vous savez, nous sommes tous confrontés quotidiennement à diverses sources de pollution et pour nous en parler aujourd'hui, la Fondation Rovaltin a choisi d'inviter Marion Justine Capdeville qui travaille pour Suez, dans le traitement des eaux usées, si je ne me trompe pas. Donc, à la Fondation Rovaltin, nous, on est une ONG, une organisation agriculture. Notre mission, elle est double. Elle est de produire de la connaissance scientifique en soutenant des programmes de recherche, mais aussi de diffuser cette connaissance scientifique à travers la société et à travers les différentes parties prenantes de la société, que ce soit le grand public, comme avec les conférences qu'on fait ce soir, mais aussi pour des professionnels, on va dire, des domaines de la santé et de l'environnement à travers des événements plus scientifiques, comme des colloques scientifiques, ou notre événement bisannuel, le forum de la Fondation, qui vise à réunir différentes parties prenantes pour échanger et discuter vraiment autour des problématiques de santé et environnement. Et parfois, nous avons aussi des événements plus ludiques. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de venir voir ici l'exposition sur les abeilles que nous avions fait avec les ZAD de Valence. Donc voilà, notre but premier, c'est vraiment ça, acquérir de la connaissance scientifique et la diffuser dans la société. Donc, les Jeudis de la Fondation, c'est un format un peu particulier où on invite deux personnes, un expert scientifique et un expert qui est plus du domaine de la société. Donc, ce soir, c'est deux experts scientifiques puisque Marie-Justine est aussi docteur comme Wilfried Sanchez, mais elle travaille donc dans une entreprise. Donc, Wilfried Sanchez, directeur général de la Fondation, va prendre la parole pour vous présenter dans un premier temps les origines et les effets des polluants du quotidien. Et Marion-Justine vous parlera après des solutions mises en place pour lutter contre ces pollutions. Oui. Bon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette conférence des Jeudis de la Fondation Rovaltin qui va parler des polluants du quotidien, origines, effets et solutions. Pour ma partie, j'ai voulu être un petit peu provocateur avec un titre que j'ai appelé Polluants du quotidien, tous responsables. Je commencerai ma présentation par une citation, une illustre citation, vous avez certainement déjà entendu et qui nous dit que nous n'héritons pas de la planète de nos parents, mais nous la louons à nos enfants. C'est clair, ça laisse pensif, ça nous rappelle à nos responsabilités tant en termes de pollution de la planète, de pollution de l'environnement, mais également la responsabilité vis-à-vis de la protection de la santé, de notre santé, celle de notre génération et également celle des générations futures. Car, effectivement, et ça sera le propos central de ma présentation, nous sommes tous responsables, vous, moi, tous responsables de la contamination de nos écosystèmes et de notre planète. Alors, il est inutile de se défiler, d'accuser les uns les autres, les industriels, souvent les autres, mais nous sommes tous responsables et nous portons tous une partie de la solution. Et ça sera justement l'objet de la présentation de Marion-Justine Capdeville qui interviendra juste après moi, de vous présenter un exemple de solution tel qu'il a été déployé sur le territoire de Bordeaux Métropole par le groupe Suez et plus particulièrement le LIR, labo d'expertise du groupe Suez. Alors quand je vous parle de pollution, de quoi je vous parle? On pourrait résumer ça à un chiffre, 100 000. 100 000, c'est le nombre de substances chimiques qui circulent actuellement sur le marché mondial. Il y a 100 000 substances, c'est un chiffre qui nous est donné par les autorités européennes dans le cadre de la réglementation substances chimiques, la réglementation que vous connaissez peut-être sous le nom de REACH. Voilà. On sait à l'heure actuelle qu'il y a 100 000 substances qui circulent sur le marché mondial, et derrière ce terme, on a un écosystème qui est relativement complexe. Puisqu'effectivement, derrière ces substances et cette pollution, on va adresser aussi bien des questions de molécules,
Alors, je pourrais en citer une, ça va fatalement vous parler, on en parle beaucoup dans la presse en ce moment. Cette molécule-là, par exemple, c'est le glyphosate. Le glyphosate, c'est une molécule chimique en tant que telle. Mais toutes les problématiques de pollution, de contamination ne s'adressent pas à une molécule. On parle parfois de mécanismes d'action. C'est notamment le cas quand on s'adresse à la problématique des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est pas une molécule en tant que telle, c'est un mécanisme d'action d'une molécule qui va pouvoir permettre de regrouper sous ce terme des dizaines, voire même plusieurs centaines de molécules chimiques. Et puis on va parfois s'adresser à des familles de molécules. C'est le cas des nanoparticules, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans les jeudis de la Fondation Rovaltin. C'est également le cas d'autres molécules préoccupantes que sont par exemple les phtalates. Dans ces 100 000 molécules, on aborde parfois la problématique sous l'angle des produits. On va nous parler des cosmétiques qui peuvent être dangereux ou des plastifiants qui peuvent être dangereux. Alors là, on est sur le cadre des produits et face à ces produits, il y a une réglementation qui est mise en place, qui sont des réglementations sectorielles et qui permettent de gérer justement les problématiques qui peuvent être induites par ces produits. Et puis parfois, c'est cet écosystème complexe de 100 000 substances, on va l'aborder par une problématique de milieu et on va parler de la pollution d'un milieu spécifique, par exemple la pollution de l'air ou la pollution de l'eau qui finalement est un mélange complexe qu'on a du mal à appréhender d'un nombre plus ou moins variable, souvent relativement important, de molécules chimiques. Donc voilà, en gros, 100 000 molécules qui gravitent autour de nous et que l'on rencontre au cours de notre quotidien, puisque ces 100 000 molécules, elles sont partout, hein, tout est chimie, vos vêtements, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, l'écran sur lequel je projette, bien évidemment l'ordinateur sur lequel je travaille, mais également la nourriture que vous mangerez ce soir et tout ce qui a permis d'avoir de l'eau au robinet ce matin au réveil. Ces molécules-là, elles sont partout, elles s'invitent parfois même dans des endroits inattendus, par exemple pendant une campagne présidentielle, où on a vu émerger lors de la dernière campagne présidentielle le mot perturbateur endocrinien, ce grand sujet de société qui va jusqu'à mobiliser les candidats à la présidence de la République, tant le sujet est important. Alors, ces 100 000 molécules, elles ont à la fois des différences, vous vous en doutez, mais elles ont aussi un certain nombre de points communs, des propriétés qui leur sont communes et qui permettent de les caractériser. Et moi, je voudrais attirer votre attention sur une propriété particulière de ces molécules chimiques, une propriété intrinsèque sur laquelle fatalement on ne pourra pas avoir d'effet puisqu'elle est portée par la molécule elle-même, c'est le danger. Le danger, c'est une particularité de ces molécules, c'est leur capacité à générer un certain nombre d'effets dans certaines conditions, des effets de différents types, j'y reviendrai juste après. Et ça, c'est une propriété intrinsèque de la molécule. Le bisphénol A représente son propre danger. L'amiante représente son propre danger, pareil pour les polychlorobiphéniles, voilà, j'en passe et des meilleurs. C'est une propriété de la molécule, et c'est pas parce qu'une molécule représente un danger qu'elle est menaçante pour vous. Pour qu'une molécule vous menace, il faut qu'elle représente un risque, et le risque, c'est le croisement entre à la fois le danger et l'exposition. En gros, si vous ne traversez pas la route, vous n'avez aucune chance de vous faire écraser. Ben, c'est un petit peu pareil. Si vous ne rencontrez jamais une molécule extrêmement dangereuse, vous ne courez pas de risque d'être exposé à la maladie qu'elle pourrait générer. Bien évidemment, si on est là, si l'écotoxicologie a été créée, c'est qu'à un moment donné, ben, le risque, il existe, il est réel. Et donc, je voudrais illustrer ma présentation avec deux exemples d'études qui présentent le risque que peuvent poser des molécules dangereuses. Le premier exemple, je le prendrai dans l'environnement, dans la nature, avec une étude que j'avais eu l'occasion de réaliser dans ma vie d'avant, puisqu'avant d'être à la Fondation Rovaltin, j'étais moi-même écotoxicologue et je m'intéressais à l'effet d'un certain nombre de polluants, notamment les perturbateurs endocriniens, sur les poissons de nos rivières, un sujet passionnant. Et donc, j'avais l'occasion de partir à la pêche, prélever des poissons et d'analyser leurs organes sexuels. Comme on disait dans notre langage, leur gonade.
pour regarder justement si ces poissons étaient à un moment donné exposés à des molécules. Alors on s'intéressait plus particulièrement aux perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans différents polluants dans différents produits de notre quotidien. On parle de certains cosmétiques, de certains produits alimentaires. C'est également le cas de certains médicaments qui sont synthétisés pour être des perturbateurs endocriniens et avoir un effet bénéfique sur notre santé. Et donc on regardait les effets de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouvait dans des cours d'eau sur des poissons. Dans le cadre de ce que je présente ici, on est sur des gardons et l'étude se passe globalement dans le pays de Bray, c'est-à-dire quelque part entre la Picardie et la Haute-Normandie, un endroit charmant, rempli de vaches, de rivières et de champs. C'est génial. Très peu d'usines, très peu d'habitants. Et on avait la surprise dans le pays de Bray de collecter des poissons dans lesquels on retrouvait une figure bien particulière, puisque vous avez ici des organes sexuels mâles, c'est-à-dire que tout le tissu dense que vous voyez sur cette diapositive, à ce niveau-là, notamment en foncé, c'est ce que l'on connaît sous le nom de spermatozoïde. Donc, le poisson a les mêmes que monsieur. Donc on est bien dans un tissu mâle, on est dans un testicule. Et les flèches attirent votre attention sur des choses qui sont un petit peu plus rondes, qui ressemblent pas au reste de la gonade. Et là, on est plutôt sur des œufs. Donc le poisson, c'est comme nous, hein, il y a papa d'un côté, maman de l'autre. Et donc parfois, quand il est exposé à un certain nombre de contaminants, eh ben papa poisson, le mâle, se met à produire des cellules femelles dans ses testicules. Donc c'est ce qui est présenté sur ces deux coupes histologiques, c'est-à-dire qu'on a pris les testicules, on les a coupés en fines lamelles, on les a colorés, puis on les observe au microscope. Et effectivement, vous pouvez dénombrer un certain nombre d'ovocytes sur ces coupes, qui traduisent finalement que ces poissons, ils ont été exposés à des molécules chimiques d'origine naturelle ou synthétique, on pourrait y revenir tout à l'heure, qui ont généré un effet. Donc on a une molécule qui présente un danger, elles ont un mécanisme de perturbation endocrinienne, elles peuvent donc altérer la reproduction. Et puis les poissons, ils ont été exposés, donc ça a généré un effet avéré avec la présence ici de cellules femelles dans les organes mâles. Or c'est pas les photos les plus spectaculaires, il nous arrivait de voir parfois des gonades où la moitié de l'organe sexuel était mâle et l'autre moitié était femelle. Donc voilà des choses assez spectaculaires et qui reflètent finalement une exposition, un effet de ces poissons, posant alors la question de l'origine de ces effets. À quoi c'est dû? Alors effectivement, la perturbation endocrinienne chez le poisson, c'est quelque chose qui est très documenté dans les études d'écotoxicologie. Il y a beaucoup de molécules qui sont mises en avant. On évoque souvent les rejets des stations d'épuration qui pourraient rejeter un certain nombre de molécules et notamment les principes actifs de la pilule contraceptive. C'est une possibilité. Ça peut également être certains polluants industriels qui génèrent ce type d'effet. Et puis, ça peut également être des composés naturels. Il y a tout un tas de composés naturels, des hormones naturelles qu'on peut retrouver dans l'environnement et qui vont générer ces effets. Et donc, avec mes collègues de l'Université du Havre, avec qui on menait cette étude, on avait eu l'idée de comparer, en quelque sorte, parce que dans le pays de Bray, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas une grosse densité d'habitants, il y a encore moins une grosse densité d'usines, et par contre, il y avait beaucoup de vaches. Et donc, on s'était dit, tiens, allons comparer la présence de ce phénomène d'intersexualité avec le nombre de vaches qui pèsent autour des rivières sur lesquelles on a prélevé. Et on avait été surpris de voir qu'il y avait une corrélation relativement forte entre ce phénomène qu'on observait, qui n'a rien de naturel, et puis la taille du cheptel qui était autour de la rivière, nous faisant dire que finalement, l'effet qu'on observait n'était pas dû à l'activité humaine. Voilà, c'est pas la station d'épuration, c'est pas l'usine, mais c'est plutôt une activité agricole du fait de l'élevage qui relarguait des hormones naturelles dans le milieu. Cet exemple, il est particulièrement intéressant parce qu'en plus de vous montrer des images qui sont quand même assez sympathiques et assez frappantes, il montre que finalement,
la pollution, elle n'est pas toujours d'origine anthropique, c'est pas toujours l'industrie qui rejette son rejet, mais parfois, voilà, ça va être un troupeau de bovins qui va, du fait de sa proximité avec la rivière, entraîner un relargage d'hormones et donc entraîner derrière des féminisations de poissons. Donc voilà, c'est un exemple qui vous montre qu'effectivement, une molécule, même naturelle, peut représenter un danger et que quand un organisme sauvage est trop exposé à ce danger, eh bien, il est confronté à des problèmes de reproduction. Donc en lui, il y a un vrai risque puisque maintenant c'est extrêmement bien documenté. On sait que trop d'intersexualité peut générer derrière des perturbations de la biodiversité avec des déclins de populations sauvages qui peuvent être extrêmement sévères. Et puis, alors, je sais que vous êtes tous fans de cette question, et nous. Donc, ça marche aussi chez l'homme, hein, ce genre d'études. Alors, il y en a une qui est extrêmement célèbre, même si elle commence à dater un petit peu. C'est le cas du distilbène ou diéthylstilbestrol, qui est une hormone de synthèse qu'on a prescrit aux femmes enceintes pour éviter les fausses couches. En fait, on l'a prescrit pendant des années, donc c'est des hormones qui sont utilisés comme médicaments, donc une utilisation vraiment à bon escient au moment où on l'utilisait. Et en fait, on s'est rendu compte que ce diéthylstilbestrol pouvait générer un certain type d'effets, et notamment des effets à très long terme, des effets sur plusieurs générations, pouvant entraîner des anomalies du fœtus, pouvant entraîner des phénomènes de cancer. Voilà. Donc en gros, on avait une molécule qui était utilisée à bon escient, puisque c'était un médicament qui représentait un certain nombre de dangers, et l'exposition avait révélé qu'il y avait un risque qui était finalement inacceptable tant pour les personnes qui le prenaient que pour leurs descendants, et on a su plus tard également pour les générations futures, ce qui a conduit derrière à l'interdiction de cette molécule. Alors, le diéthylstilbestrol, comme je vous le disais, c'est un petit peu un cas d'école, parce que finalement c'est l'une des rares études qui a permis de montrer chez l'homme l'impact de ces molécules qui ont des effets perturbateurs endocriniens en vrai. Donc là, on est vraiment sur une molécule qui a un perturbateur endocrinien avéré. On en est sûr, il a des effets multigénérationnels, donc il n'y a pas de doute, et d'ailleurs c'est interdit. Le débat sur les perturbateurs endocriniens, c'est un débat qui est extrêmement houleux en ce moment. Je ne vous refais pas l'histoire, je pense que vous le voyez tous passer régulièrement dans la presse. Mais globalement, des molécules sur lesquelles on a ce niveau de preuve, elles sont relativement rares. Et donc, il y a un besoin de développer plus de connaissances autour de ce sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le problème avec ces substances chimiques, finalement, c'est pas le danger que va poser la substance, mais c'est notre capacité à limiter le risque. Et pour agir sur le risque, finalement, notre levier à nous, ça va être l'exposition. Comment on est capable de se protéger de ces molécules-là. C'est dans ce sens-là que je vous disais tout à l'heure, finalement, nous sommes tous acteurs face à la protection vis-à-vis de ces substances chimiques, pour éviter d'avoir des effets qui sont importants, visibles sur notre santé, celle des générations futures, mais également sur les écosystèmes et la biodiversité. Et finalement, ce mode d'action, cette possibilité d'action qui nous est offerte, on l'a tous en main, c'est celle qu'on va pouvoir mettre en œuvre via nos choix de consommation, via éventuellement certains gestes du quotidien. J'évoquais tout à l'heure le diéthylstilbestrol, c'est un médicament. Alors on sait maintenant de longue date que effectivement les médicaments dans l'environnement peuvent générer un certain nombre d'effets. Et c'est pour ça qu'on vous encourage, et je pense que Marie-Justine en dira un mot tout à l'heure, à ne pas jeter vos médicaments dans la cuvette des toilettes. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place, avec notamment le Cyclamed, qui vous incite à ramener chez votre pharmacien les médicaments non utilisés. Voilà, c'est une possibilité que vous avez de limiter en quelque sorte l'apport de médicaments dans l'environnement. On en parlait également il y a 15 jours, lors d'un événement où on a eu la chance d'accueillir une vingtaine de scientifiques des 4 coins du monde pour discuter avec nous de la disparition des abeilles et des pollinisateurs. Et tout le monde est d'accord pour se dire que finalement, les pesticides peuvent être un problème, et nos choix de consommation peuvent aussi influer sur
la non-utilisation de ces molécules, vers la transition vers de nouveaux modèles économiques plus vertueux, qui engageraient moins de substances chimiques, ou au moins qui permettraient de maîtriser l'exposition des populations, des écosystèmes à ces substances chimiques. Donc voilà, c'était quelques messages. Il y a une initiative qui est extrêmement intéressante qui se met en place du côté de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, la région. Merci. Qui implique le groupe Suez, qui a fait le choix d'impliquer les citoyens pour limiter l'apport à l'environnement de la contamination. Et donc, on était très heureux que le groupe Suez ait accepté de venir présenter ici les résultats de leurs travaux, de présenter leur démarche. Et donc, je vais laisser le soin à Marion-Justine Capdeville de vous présenter cette action, qui j'espère permettra d'alimenter un riche échange avec vous. J'en profiterai juste avec quelques mots de remerciement pour les différentes personnes et structures qui soutiennent la Fondation tout au long de l'année, ce qui nous permet d'organiser notamment des événements comme celui de ce soir. Voilà, je vous remercie et je laisse sans plus attendre la place à Marion-Justine. Eh bien, bonsoir. Merci Wilfried, merci à la Fondation Rovaltin de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de vous présenter le projet de recherche Regard, le projet sur lequel je travaille. Donc, comme l'a dit Wilfried, je travaille au LIR, c'est le centre de recherche de Suez à Bordeaux, et on est les coordinateurs scientifiques de ce projet de recherche, donc qui signifie, c'est l'acronyme Regard de réduction et gestion des micropolluants sur la métropole bordelaise. Donc ma présentation va être en 4 axes. Donc premièrement, vous présenter le projet et ensuite vous présenter ce qu'on a appelé le diagnostic territorial. C'est-à-dire qu'en fait, avant de proposer des solutions, il faut d'abord savoir à quel type de problème on a affaire. Avant de prendre un traitement chez le médecin, on fait d'abord un diagnostic pour savoir quelle maladie on a. Donc on est parti du même constat, il faut d'abord faire un diagnostic avant de trouver une solution. Et ensuite, je vais faire un focus sur une des solutions qu'on travaille donc au niveau de ce qu'on a appelé nous la source domestique, donc les citoyens. Et ensuite, je vous parlerai brièvement des autres solutions qu'on a proposées avec d'autres acteurs. Comme disait Wilfried tout à l'heure, on est tous responsables. Donc oui, on travaille avec les citoyens. On a aussi une action avec un hôpital à Bordeaux, avec la collectivité Bordeaux Métropole. Et puis sur les eaux pluviales. Parce qu'en fait, on parle souvent du milieu naturel, des eaux usées, mais il y a aussi une problématique au niveau des eaux pluviales. Les eaux pluviales, ce sont les eaux de pluie, une fois qu'elles ont ruisselé sur le sol, sur les surfaces, et qu'elles ont pu se charger en micropolluants ou en polluants qu'elles ont pu récupérer lors de leur passage. Alors, le projet Regard, c'est un projet sur les micropolluants. Mais pour vous, qu'est-ce qu'un micropolluant? Et c'est la question que nous avons posée dans les rues de Bordeaux, plus exactement sur les quais, à une vingtaine de personnes. Et donc, je vais vous présenter très rapidement une petite vidéo ce soir. Bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est un micropolluant pour moi. Pas du tout. Un micropolluant. C'est quelque chose dans la nature que c'est très petit, c'est minime. Du pétrole ou... Un micropolluant, c'est quelque chose aussi dans l'air. Alors là, vous allez me le dire. Donc pour moi, un micropolluant, c'est déjà au moins ce qui existe par rapport à la circulation environnante, qui émane des voitures ou de diverses industries. C'est ça qui est dangereux. Parce que quelque part, on ne s'en rend pas compte. Les petits bouts de plastique, les choses comme ça qui traînent dans l'eau peut-être, ce qu'on voit les petits déchets, les petites particules. Un petit polluant? Des petites bactéries. Ou des bouts de plastique qui petit à petit se désagrègent en petits morceaux et qui après restent dans l'eau. Gaz d'échappement, peut-être tout ce qui peut être particules. Ouais. Cigarettes. De petits mais qui polluent beaucoup. Tout ce qui peut être papier, etc., qui se dégrade. Des polluants qu'on ne voit pas, qui sont invisibles à l'œil nu. Voilà, qui peuvent être dissous dans l'eau des lacs ou des rivières. Peut-être nous expliquer un peu plus, vu qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que les micropolluants.
Voilà, donc la conclusion, c'est que globalement, les gens ne connaissent pas le terme micropolluant. On ne peut pas leur en vouloir. Il est finalement pas si médiatique que ça, aux proportions de ce que peuvent être certains types de molécules ou de substances. Donc, pour en revenir à Regard, on travaille donc sur cette thématique des micropolluants. Donc, quand même, pour donner la réponse, il y a une définition à ce mot micropolluant. Donc, on parle en fait de composés susceptibles d'avoir une action toxique sur les organismes vivants, donc les plantes, les algues ou les animaux, d'un milieu donné, à des concentrations infimes, qui peuvent être de l'ordre du microgramme ou du nanogramme par litre. Ça représente, pour se donner un ordre d'idée, un carré de sucre dans une piscine olympique. Donc avant de sentir le goût du sucre en buvant la tasse, on a un petit peu de marge. Malheureusement, c'est pas pour autant qu'à ces niveaux de concentration-là, ils ne présentent pas un risque, dont parlait Wilfried tout à l'heure. Donc ce sont des composés qui, à l'heure actuelle, représentent des enjeux de société importants et qui vont croître dans les années à venir. Et puis ce sont des composés qui proviennent de l'ensemble des activités humaines. Donc très longtemps, c'est vrai qu'on a pensé que ça venait de l'industrie, de l'agriculture, et maintenant on est en cas de savoir que ça vient aussi des transports et de nos activités domestiques. Donc le projet Regard, c'est un projet qui est lauréat de l'appel à projet lancé conjointement par les agences de l'eau, l'AFB, donc l'Agence française pour la biodiversité, anciennement appelée l'ONEMA, et le ministère de l'Environnement. C'est un projet dont les résultats vont être regardés au niveau national et qui serviront à alimenter le plan micropolluant mis en place par le ministère de l'Environnement. Donc c'est un projet pluridisciplinaire, donc on a de la biologie, de la chimie, de l'économie, de l'écologie, de la psychologie sociale, je dois oublier, de la médiation scientifique. Voilà, c'est divers. Et pour ce faire, on est donc 9 partenaires, donc Bordeaux Métropole, qui est le porteur de ce projet, le LIR, donc le Centre de recherche de Suez, qui en est le coordinateur scientifique, et on travaille avec les universités de Bordeaux, le CNRS, l'IRSTEA, l'INERIS, le CIRC, et enfin CapScience, le Centre de culture scientifique et technique à Bordeaux. Ça représente en tout 80 personnes qui travaillent sur le projet, à des niveaux, on va dire, d'implication différents, mais tous avec leur petite pierre nécessaire à la construction de l'édifice du projet. Donc l'objectif du projet, c'est de réaliser sur le territoire de Bordeaux Métropole un diagnostic intégré de la pollution des eaux urbaines, donc le réseau d'assainissement, eaux usées, eaux pluviales et du milieu naturel, pollution par les micropolluants forcément, pour ensuite donc proposer des solutions de réduction adaptées aux risques en présence. Donc pour cela, on étudie le milieu naturel forcément et 4 sources de pollution. On a donc, alors si j'arrive à faire marcher le pointeur, ça va être parfait. Donc on a les eaux pluviales qu'on a distinguées en 2 catégories, les zones urbaines, donc ça peut être les zones résidentielles, le parking d'un centre commercial ou ce genre de choses, et puis la rocade, c'est le terme bordelais pour dire périphérique. Et enfin, on a travaillé sur les eaux usées, donc d'origine industrielle, d'origine hospitalière ou d'origine domestique, sur les stations d'épuration qui collectent l'ensemble de ces eaux, font ce qu'elles peuvent pour les dépolluer avant de les rejeter au milieu naturel. Donc c'est vrai que régulièrement, on entend dire que ce sont les stations d'épuration qui sont la source de la pollution du milieu naturel. Oui, si on se place strictement du point de vue du milieu naturel, mais dans la réalité, elles sont en fait ce que Bordeaux Métropole préfère qu'on appelle le vecteur de la pollution. C'est pas elles qui la génèrent, cette pollution. Elles sont juste là pour la transférer depuis les pratiques en général jusqu'au milieu naturel. Donc Regard, c'est un projet qui a débuté en 2015 pour une durée d'un peu plus de 4 ans et qui est découpé en 2 phases. Donc actuellement, en 2017, nous sommes à la moitié du projet. Nous avons donc fini la première phase de diagnostic et nous attaquons la deuxième phase qui est la proposition de solutions, d'actions pour essayer de réduire ces micropolluants. Et comme on n'a pas la réponse clé en main, en fait, on va tester différentes actions et on va les évaluer avec des critères de toxicité ou des critères environnementaux, en gros leur efficacité pour réduire les micropolluants, avec un critère économique et avec un critère sociétal. Donc avant de vous présenter cette partie solution, je vais quand même me permettre de vous faire une petite présentation rapide des grandes lignes de quelques résultats de notre diagnostic. Donc on l'a appelé un diagnostic global, territorial et intégré parce qu'en fait on étudie l'ensemble du système d'assainissement, donc les eaux usées et les eaux pluviales, on étudie la pollution depuis les sources jusqu'au milieu naturel,
Et on s'appuie sur un ensemble de 70 points d'échantillonnage sur le territoire, ce qui représente un peu plus de 320 échantillons à l'heure actuelle qui ont été analysés, de toutes sortes. Enfin, on recherche un nombre conséquent de micropolluants, donc on en recherche 258, qui sont répartis dans les différentes familles ou classes que je vous présente ici. Donc on a des métaux, des pesticides, plus récents comme le glyphosate, ou plus anciens comme le DDT, ce genre de choses qui sont interdites, l'atrazine également, mais que malheureusement, alors le DDT non, mais l'atrazine qu'on peut encore retrouver des fois enfouie dans des réserves, etc. On étudie les HAP, ou hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont ici des produits de combustion, donc notamment les pots d'échappement. On étudie les filtres UV, qui sont retrouvés dans les crèmes solaires, ou alors dans certains produits cosmétiques, qui sont là pour protéger le produit pour pas qu'il se dégrade et qu'on puisse l'utiliser jusqu'au bout du tube, globalement. Les médicaments et ce qu'on appelle les traceurs de vie, la caféine et la théophiline. Et puis tout un ensemble d'autres molécules, donc pareil des anciens comme les PCB ou les COV, les composés organiques volatiles. Mais on étudie aussi des détergents qui sont des composés plus récents, enfin des familles on va dire plus récentes, les parabènes, les retardateurs de flamme, les anciens et les nouveaux, les plastifiants, donc en partie les phtalates et les bisphénol A. On étudie pour cela avec différentes méthodes. Donc on a des prélèvements d'échantillons d'eau, des prélèvements d'échantillons de boue en station d'épuration, et on a des expositions d'organismes vivants, initialement en bonne santé, et qu'on a transférés dans notre milieu naturel. Et sur cet ensemble d'échantillons, on pratique des analyses biologiques cellulaires pour étudier certains impacts. On pratique des analyses chimiques pour essayer d'identifier et de quantifier les micropolluants présents. Et enfin, on pratique des analyses biologiques in vivo, donc sur les fameux coquillages qu'on a exposés dans notre milieu naturel, pour savoir si, un, ils sont toujours en vie, et deux, s'ils ne sont pas en bonne santé. Ça, c'était les méthodes chimiques et biologiques. On a aussi des méthodes, on va dire, de sciences humaines et sociales. Donc le micro-trottoir dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure, on en a plusieurs autres petites vidéos parce qu'on a posé plusieurs questions aux gens. On a des observations dans la rue, sur le terrain, des entretiens avec les personnes interrogées, des questionnaires, donc là ça peut être à grande échelle, en ligne, j'y reviendrai tout à l'heure, ou alors tout un atelier participatif qu'on a entièrement créé et qui a été donc mis en place à Cap Science, donc le centre de culture scientifique à Bordeaux. Et tout ça, tous ces outils, le but c'était de pouvoir identifier des leviers d'action, donc faire un peu une sorte de catalogue de solutions possibles pour ensuite pouvoir piocher dedans lesquelles on avait envie de tester. Donc l'objectif de l'ensemble, de tout ce que je viens de vous présenter, c'est voilà, d'identifier les micropolluants les plus fréquents. Donc fréquents, ça veut dire qu'on retrouve régulièrement, par rapport à ceux qu'on retrouve de façon abondante, c'est pas parce qu'on les retrouve régulièrement qu'ils sont forcément présents en quantité importante. Et inversement, ils peuvent être là une fois de temps en temps à des fortes concentrations, ou présents tous les jours à des faibles concentrations. Et ensuite, on a la partie sur l'impact environnemental, et donc le risque ou le danger, ça dépend de quel point de vue on se place, que représentent ces substances. Et enfin, donc comme je le disais à l'instant, comprendre les pratiques et les usages pour être capable d'identifier des leviers d'action, et ça c'est grâce aux sciences humaines et sociales. Donc un petit premier résultat au niveau donc, de la source domestique. Donc on a fait un micro-trottoir sur 24 personnes, un atelier participatif donc à Cap Science avec 250 participants et une grande enquête en ligne sur Internet, on a diffusé au sein de la métropole où on a eu 1080 personnes qui ont répondu. Les deux premiers, on va dire, éléments nous ont permis d'abord, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, de voir que les gens ne connaissent pas le mot micropolluant. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est des catégories médiatisées ou des noms de molécules, le glyphosate, le bisphénol A, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, généralement, sans trop de distinction entre ce qu'expliquait Wilfried tout à l'heure, une molécule, le bisphénol A, et un mécanisme d'action, les perturbateurs endocriniens, qui regroupent un ensemble de molécules. Et puis, le Living Lab, donc l'atelier participatif et l'enquête, eux nous ont permis de nous rendre compte qu'il y a quand même encore 30% des gens, 30% de nos répondants, et ça s'est avéré, c'est vraiment le même chiffre qui est ressorti de l'atelier ou des répondants, qui pensent qu'on fonctionne, on va dire, sur un cycle fermé. L'eau potable qui arrive à la maison, on l'utilise, c'est évacué, ça va dans une station d'épuration, et ça revient à la maison une fois que ça a été nettoyé. Alors,
désolé de dire, ça peut arriver, mais c'est dans des cas très particuliers, dans des pays où il manque d'eau, où ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Et ils ont des technologies extrêmement poussées, extrêmement au point, pour pouvoir rendre une eau potable une fois qu'on est capable, on va dire, de l'avoir usée et de la dépolluer. En France, en règle générale, c'est pas du tout le cas. En France, une fois que l'eau on l'a consommée, elle est traitée en station d'épuration et elle est rejetée au milieu naturel. Donc on ne fonctionne pas en circuit fermé. Et le fait que certaines personnes pensent encore qu'on est sur une boucle, sur un circuit fermé, ça va faire qu'ils n'intègrent pas dans ce circuit le milieu naturel. Donc quand on n'a pas l'image du milieu naturel, on ne peut pas imaginer que ce qu'on fait à la maison va impacter le milieu naturel puisque ça ne rentre pas dans notre circuit. Donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'il va falloir travailler sur cette connaissance qui, j'avoue naïvement, je pensais que c'était un acquis, que c'était, le mot micropolluant était un acquis, que le cycle de l'eau était un acquis, et que du coup on pouvait attaquer d'entrée de jeu le vif du sujet. Je me rends compte qu'on a encore un petit peu de pédagogie et de sensibilisation à faire sur ces deux aspects pour qu'ensuite on puisse proposer des solutions et que les gens les comprennent et en voient l'intérêt. Parce que sinon on aura du mal à leur en parler. Au niveau de l'hôpital, donc on a eu un post-doctorant qui a travaillé, qui a rencontré le personnel de l'hôpital, alors aussi bien les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, que le personnel administratif ou les agents d'entretien. Et il s'est rendu compte que pour eux aussi, la problématique des micropolluants qui était vraiment focalisée sur l'activité de l'hôpital, donc les médicaments et les détergents désinfectants utilisés pour nettoyer les salles d'opération ou les chambres, c'était un mot ou c'était une problématique qui était connue de façon très différente. Certaines personnes en avaient entendu parler dans leur formation, ou parce qu'elles participent à des instances de direction de l'hôpital, ont entendu parler de cette problématique. Pour d'autres, c'était une découverte absolue. Ils n'avaient pas fait encore, on va dire, le lien entre des pratiques professionnelles dans ce cadre-là et les rejets de médicaments dans les eaux usées, puis, plus tard, dans le milieu naturel. Pour l'hôpital, on a quand même un gros, on va dire, gros problème, si on peut parler comme ça, c'est que la santé restera toujours prioritaire sur l'environnement. Donc on ne va pas dire aux gens, arrêtez de vous soigner, parce que la molécule que vous prenez pour vous soigner, elle est derrière toxique pour l'environnement. Non, la priorité, c'est de soigner la personne. Et si bien sûr on a une possibilité d'avoir une molécule qui n'est pas toxique pour l'environnement, c'est mieux. Sinon, la priorité, c'est que la personne soit soignée. Donc ça reste quand même une contrainte à des modifications de pratique ou d'usage. En revanche, ce qu'on a identifié comme levier d'action pour faire prendre conscience aux gens de cette problématique, c'est ce qu'ils appellent le risque de santé au travail. En l'occurrence, les préparateurs en pharmacie qui assemblent, fabriquent les mélanges de médicaments, en particulier au niveau des traitements anticancéreux, savent bien qu'il faut qu'ils se protègent, qu'ils ne peuvent pas être contaminés par ceux qui manipulent parce qu'il y a un risque d'effets secondaires qu'on connaît classiquement sur les médicaments qui serait très important sur eux. Donc, ils s'imaginent plus facilement que s'il y a un risque pour eux, pour leur santé, il peut très bien y avoir un risque pour l'environnement. Donc ça, c'est un angle d'attaque, c'est une façon dont on s'est rendu compte qu'on pouvait aborder ce problème pour que les gens entendent le message, le comprennent. Ça, c'est au niveau de l'hôpital. Maintenant, si je rentre dans nos résultats d'analyse chimique. Donc, je vous présente ici un condensé de tout ce qu'on a pu avoir comme résultat. Donc, vous avez ici les niveaux de concentration en microgrammes par litre. Vous avez ici les eaux usées, la station d'épuration, l'entrée, la sortie, les eaux pluviales avec les différentes catégories, et enfin le milieu naturel. Et c'est les concentrations cumulées de l'ensemble de ces familles de micropolluants qu'on a analysées. Donc le premier constat, niveau, on va dire sans surprise, c'est logique, c'est que ce sont les eaux usées les plus polluées. Et dans les eaux usées, ça reste les eaux usées domestiques, de nous, des citoyens, qui sont les plus contaminés par rapport aux molécules que nous avons recherchées. Bien sûr, si on avait étendu la liste à un ensemble d'autres molécules, on aurait peut-être eu une information différente. Mais sur les 258 qu'on a recherchées, voilà le tableau qu'on en sort. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'heureusement qu'on a nos stations d'épuration, parce que oui, elles sont peut-être pas en mesure d'éliminer l'ensemble des micropolluants, mais quand même, elles font déjà un très bon travail pour éliminer une grosse partie. Et ensuite, constat un peu rassurant, c'est que dans le milieu naturel, on est quand même à des concentrations bien plus faibles. Maintenant, si on regarde la composition de ces eaux, la répartition de ces différentes familles, on voit que dans les eaux usées, quelle que soit l'origine, c'est quand même les médicaments qui représentent plus de 90% de la pollution de ces eaux usées. Alors, les médicaments et les traceurs de vie, donc ça veut dire la caféine, la théophylline, le paracétamol, l'ibuprofène,
Bref, des molécules que finalement on peut consommer, alors caféine et théophile forcément quotidiennement et facilement. Et puis pour le paracétamol et l'ibuprofène, ce sont des molécules, on va dire pratiquement en vente libre. On va à la pharmacie, on les demande, on n'a pas besoin d'une ordonnance, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à personne. Et quand on est à la maison, on les prend quand on veut, comme on veut, ou à peu près. Il n'y a personne qui nous contrôle. Donc voilà. Autre constat assez cohérent, dans les eaux pluviales, on retrouve beaucoup de verre, donc des pesticides. Ça semble logique, parce qu'on les utilise globalement dans les rues, sur les trottoirs. Alors plus maintenant, vu qu'il y a eu une nouvelle réglementation là, depuis le 1er janvier 2017, mais néanmoins, c'était quand même là où ils étaient utilisés en majorité. Donc c'est cohérent de les retrouver. De la même façon, on retrouve les hydrocarbures, issus, comme je l'ai montré tout à l'heure, des pots d'échappement des voitures. Dans le milieu naturel, eh ben, c'est un joyeux cocktail. On retrouve un peu tout le monde, à des proportions variables. Mais même si les concentrations étaient infimes, ça fait un joli mélange. Voilà les grandes conclusions au niveau chimique. Au niveau des effets biologiques, je vous parlais tout à l'heure des tests cellulaires, des bioessais in vitro qu'on appelle scientifiquement. Donc là, on a évalué, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la diapositive, on a évalué les effets œstrogéniques, androgéniques et de type dioxine. Donc ce sont des mécanismes d'action. Là, on n'est plus à l'échelle de la molécule, on a l'effet biologique. De quoi parle-t-on? Et là aussi, en fait, grosso modo, plus c'est foncé en couleur, plus ça va vers le rouge ou le jaune foncé, plus il y a eu cet effet qui a été observé. Et donc là encore, dans l'ensemble des eaux usées, on observe cet effet qui diminue au niveau des stations d'épuration pour être encore bien plus faible, et c'est rassurant dans le milieu naturel. On en retrouve un petit peu dans les eaux pluviales, c'est reste faible. Donc voilà, là, ce sont les deux voies d'introduction jusqu'au milieu naturel. Maintenant, une fois qu'on a fait le bilan, donc d'accord, on a des molécules, d'accord, on a des effets, pas si forts que ça, mais pas négligeables non plus dans le milieu naturel. Comment on fait pour choisir les molécules sur lesquelles il faut apporter des solutions? On a fait une priorisation, une liste de priorités. Donc on est parti de nos résultats dans le milieu naturel, et puis on a choisi 4 critères. Le premier, ça me semble logique, la présence du composé. Le deuxième, c'est le niveau de concentration auquel on l'a retrouvé. Le troisième, ce sont les propriétés de danger, ce qu'évoquait Wilfried tout à l'heure. Donc ça, c'est la caractéristique intrinsèque à la molécule. Est-ce qu'elle est cancérigène? Est-ce qu'elle est perturbateur endocrinien? Est-ce qu'elle est toxique, bioaccumulable? Et puis ensuite, on a pris en compte le fameux risque. Et là, c'est le risque que ça dépasse des seuils qui ont été établis au niveau environnemental. Donc soit des normes réglementaires, donc les NQE, normes de qualité environnementale, soit des seuils sur lesquels les scientifiques s'accordent et font un consensus. Donc ça perd encore une valeur réglementaire, mais enfin tout le monde est quand même conscient pour dire que c'est une bonne base. C'est ce qu'on appelle les PNEC. Alors c'est pour définir en anglais les concentrations prédites sans effet. Donc on estime que si on est au-dessus de ces concentrations-là, il y a un risque pour les espèces du milieu concerné, donc du milieu aquatique en notre étude. Et donc voilà, on a classé donc une trentaine de molécules qui incluent, alors des molécules, on va dire de substances, parce que ça inclut des métaux, des molécules chimiques, et puis on retrouve donc, dans notre top 30 du cuivre, du cobalt, du chrome et du zinc, mais également du diclofénac. Ça, c'est une molécule anti-inflammatoire qui est souvent utilisée dans des crèmes, mais des fois en comprimé. Le fipronil, c'est un insecticide qu'on utilise pour traiter les animaux de compagnie contre les puces, les tiques. Ensuite, on a retrouvé l'AMPA et le glyphosate. Donc le glyphosate, j'imagine que j'ai plus besoin de le présenter, cet herbicide, dont le produit de dégradation est l'AMPA. Et puis le bisphénol A, c'est pareil, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Enfin, si on fait un petit focus spécifique sur les molécules organiques, donc pour vous présenter voilà, les 4 critères, donc toutes, elles sont présentes. Forcément, c'est quand même la base. Ensuite, il y en a certaines qui en plus ont leur propriété de danger. Le fait qu'intrinsèquement, elles représentent un danger. Et puis, à partir de là, on en a certaines qui représentent un risque. Donc, c'est celles qui dépassent les fameux seuils dont je viens de vous parler. Et il y en a d'autres qui, en revanche, n'ont pas forcément de risque, mais qui, néanmoins, sont présentes à des concentrations très importantes qu'on retrouve. Et on se dit qu'on ne peut pas trop les laisser de côté, parce que même si pour l'instant, elles ne représentent pas un risque, on n'est pas sûr que dans quelques temps, ça ne peut pas le devenir, puisqu'elles sont déjà très présentes. On ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir, est-ce qu'elles vont s'accumuler, est-ce qu'elles vont disparaître. Donc dans le doute, on les a gardées.
Donc voilà, ça c'était le bilan de notre diagnostic. On est parti de là. Et puis maintenant, on va s'attaquer aux solutions. Donc, au niveau de la source domestique, on a une action qu'on a appelée famille au défi. Donc, au niveau spécifiquement de la source domestique, ce que je vous montrais tout à l'heure, les molécules qu'on avait, donc je reprends paracétamol, ibuprofène, caféine, théophylline, les filtres UV dans les crèmes solaires, les parabènes, les phtalates, le bisphénol A, les LAS, j'en ai pas encore parlé. Alors, ce sont des composés qui sont utilisés dans tous les produits nettoyants. Là, on va du savon, shampoing, gel douche, jusqu'aux produits de vaisselle, du produit de lessive, l'entretien des surfaces de la maison. Et puis, quelques métaux qui peuvent arriver de compléments alimentaires qu'on peut prendre. Hein. Les métaux ne sont pas tous toxiques. On peut en avoir besoin d'une certaine proportion pour notre équilibre. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de compléments en fer pour le sang. C'est pas toxique au départ. Après, il faut juste s'assurer de ne pas dépasser des certaines quantités ou des certaines doses. C'est pareil pour d'autres. Mais du coup, ça nous arrive de les utiliser, de les consommer et de les rejeter dans nos urines. Donc l'objectif de notre démarche famille au défi, basée sur cette liste de molécules, et parmi ceux-là, ceux sur lesquels on peut avoir des actions de réduction, c'était d'abord de comprendre les pratiques de ménage qu'on a appelé ménage référent. On va se baser sur eux pour avoir une référence. Donc dans les pratiques qu'on a besoin de comprendre, c'est la diversité des produits qu'ils utilisent, c'est la fréquence à laquelle ils font ces pratiques, et c'est les quantités utilisées. Et ensuite, c'est de pouvoir leur proposer un accompagnement pour changer de pratique, changer de comportement, nous évaluer, voir s'ils y arrivent, si c'est facile, satisfaisant, si chimiquement on peut essayer d'estimer cette différence, vous verrez que c'est pas une partie de plaisir, et ensuite comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que les gens ont accepté? Qu'est-ce qui fait que les gens s'y sont tenus? Qu'est-ce qui fait que les gens ont abandonné parce qu'ils n'ont pas réussi pour des tas de raisons? Donc voilà, ça c'est l'objectif de notre famille au défi. Alors le changement de pratique peut être influencé par ce que les sociologues appellent l'appropriation individuelle. Ça veut dire déjà notre sensibilité à l'écologie. Si on se sent un peu une fibre par rapport à ça, par rapport à l'écologie au sens large, on sera forcément déjà un peu plus réceptif à cette pratique. Ensuite, si on a ce qu'ils appellent un engagement vert, c'est-à-dire si on fait déjà concrètement des pratiques, parce que c'est pas le tout d'être sensibilisé, il faut en plus le mettre en œuvre. Donc quelqu'un qui va par exemple trier ses déchets a déjà une fibre écologique, mais en plus la met en œuvre. Ensuite, il y a quelque chose qui peut influencer, c'est la proximité avec la nature. Quelqu'un qui aime bien se balader en forêt, au bord des rivières ou de l'océan, sera peut-être plus sensible quand on va lui expliquer qu'il faut préserver la nature, qu'il faut préserver l'environnement, que quelqu'un pour qui ça n'a pas tant d'importance que ça, la nature, dans sa vie quotidienne. Et puis enfin, il y a l'influence des réseaux, parce que suivant l'environnement familial, amical, professionnel dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez être plus ou moins en contact de gens qui vont vous influencer dans un sens ou dans un autre. Pour évaluer tout ça, on a fait avec nos familles des entretiens sociologiques, donc au départ l'expérience, et on en fera un autre à la fin de l'expérience. Et puis pour influencer ce changement, précisément dans le cas de notre expérience, on a testé ce qui s'appelle en psychologie l'engagement, la communication engageante. En fait, vous avez déjà tous entendu parler des actions de communication sur c'est pas bien de fumer, sur on ne conduit pas en ayant pris de l'alcool, et pourtant, il y a encore des gens qui fument. Alors je n'ai rien contre les fumeurs, hein. C'est chacun est libre de son choix, mais on sait que c'est quelque chose qui pour notre santé n'est pas idéal. De la même façon, on sait qu'on prend un risque quand on conduit en ayant bu. On le sait et pourtant on le fait quand même. Alors pourquoi est-ce que les campagnes de sensibilisation, de communication ne marchent pas? Une piste, c'est que finalement les messages on les reçoit, soit très bien sécrétés, rangés dans une boîte de notre cerveau, on s'en sert de temps en temps ou pas. Alors que si on rentre dans la communication engageante, dans un acte d'engagement, c'est pas quelque chose de très fort au départ qu'on demande aux gens, c'est juste un petit truc. Un exemple qu'on avait pris moi pour m'expliquer cette théorie au départ, c'était par exemple le fait de coller un autocollant sur sa voiture, sur sa boîte aux lettres. Mais en fait, ça fait un petit déclic dans notre cerveau et derrière, on a besoin d'être en cohérence avec ce petit déclic. Donc nos actes, notre comportement va s'adapter à ce petit déclic pour pouvoir être en cohérence et donc le suivre. Et c'est pour ça que petit à petit, on peut être amené à faire un engagement de plus, et puis un pas de plus, et puis un pas de plus, jusqu'à obtenir le résultat désiré. Ensuite, notre protocole, il est suivi finement, tous les jours, quotidiennement, on suit nos familles. Il est personnalisé, adapté à chacun.
Et enfin, un autre élément qui peut être influent, c'est la pression sociale. Si on vous dit que tout le monde va travailler en vélo pour protéger le climat, peut-être que vous allez vous sentir un peu coupable d'y aller en voiture. En revanche, si on vous dit tout le monde est en voiture, vous allez dire pourquoi moi je vais faire l'effort de prendre mon vélo quand il fait froid et qu'il pleut, alors que tout le monde s'en fout et le fait en voiture. Voilà, donc ça peut influencer dans un sens ou dans un autre. Et donc pour évaluer ces accompagnements, on a développé un outil numérique, un suivi sur une page web, je vous en reparlerai plus tard, et puis on envoie régulièrement des informations à nos familles pour qu'ils soient en mesure de prendre leurs décisions et de choisir ou pas de continuer. Au niveau de la démarche scientifique, donc on a toute cette partie enquête, donc répondre à l'entretien du départ, renseigner un petit questionnaire au cours de changement. Ça, c'est pour l'aspect scientifique, pour nous, qu'on puisse avoir des informations, récupérer le point de départ, le point d'arrivée, comprendre comment on en est arrivé là. Et puis ensuite, on a la partie expérimentation. Donc c'est quand quotidiennement les familles remplissent leurs usages liés à l'eau sur l'outil numérique qu'on a développé. C'est-à-dire qu'en fait, sur cet outil numérique, j'y reviendrai plus tard dans le détail, ils ont enregistré tous leurs produits du quotidien, les savons, les gels douche, les crèmes hydratantes, les crèmes de mousse, enfin les crèmes ou les mousses à raser, les crèmes d'hydratation, le produit pour faire la lessive, le produit pour faire la vaisselle, ou les produits, quand il y en a plusieurs, les produits pour nettoyer la maison. Et puis, ils remplissent quotidiennement. Je l'ai utilisé une fois, je l'ai utilisé 2 fois, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on était 4 à la maison, donc on a utilisé 4 fois le gel douche. Ah, cette semaine, je suis toute seule, je l'ai utilisé qu'une fois tous les jours, mais le samedi, j'ai eu mes enfants, mes petits-enfants, on était 10, donc tout le monde l'a utilisé, ça fait 10. Voilà. Un petit peu lourd, hein, pour être très honnête. Ensuite, on voulait évaluer les quantités. Alors, si on dit aux gens, est-ce que vous en utilisez beaucoup ou pas beaucoup, ça va pas être très parlant pour nous parce que chacun a son référentiel. Beaucoup peut être pas beaucoup pour l'autre et inversement. Donc, il fallait une mesure neutre, la quantité. On a donc demandé aux gens de peser leurs flacons et leurs produits au départ et à la fin. Alors, pas tous les jours, hein, je vous rassure, au début de l'expérience et à la fin, pour pouvoir faire une différence et savoir combien de produits ont été utilisés. Enfin, donc, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, l'engagement dans la méthode. Je pense que si on avait démarré en disant directement aux gens, vous allez devoir peser vos produits et remplir tous les jours vos usages, ils auraient dit non. Donc, initialement, on leur a demandé s'ils souhaitaient participer à une expérience scientifique. Et ceux qui ont répondu oui. Ensuite, on leur a demandé s'ils acceptaient un entretien social pour comprendre leurs pratiques, etc. Ils ont dit oui. Ils sont libres, hein. Honnêtement, à tout le moment, on leur demande, il n'y a aucune personne qui est contrainte ni de continuer, ni d'aller au bout. Donc, les gens ont dit oui, et puis ainsi de suite, ils continuent jusqu'à ce qu'il nous reste 60 familles qui acceptent de jouer le jeu avec nous de cette expérience. Et pour la partie changement, donc on leur propose des activités pour leur expliquer comment changer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc les usages ciblés, je l'ai déjà dit, ce sont l'hygiène corporelle, l'entretien de la maison, ou ce qu'on a appelé les traitements spécifiques, une sorte de catégorie fourre-tout qui nous arrangeait bien pour mettre à la fois les médicaments qu'on vient de voir qui étaient les molécules les plus présentes dans les eaux usées, et également le fameux fipronil, donc molécule antiparasitaire pour les animaux domestiques, ou quelques pesticides, engrais, herbicides dans le traitement des plantes et jardins. Donc ça, c'est le calendrier de notre expérience. Donc on a commencé en avril avec le recrutement des familles, la diffusion de l'annonce. Ensuite, il y a eu les entretiens courant de l'été. La période de référence qui était là donc depuis mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Et là, au retour des vacances de Toussaint, nous démarquerons vraiment le cœur, le vif du sujet de la période de changement. Et puis tout ça est ponctué donc d'événements, une réunion de lancement, une réunion de bilan à mi-parcours, il y aura une réunion dite de focus group, donc c'est atelier participatif de débriefing à la fin. Et enfin, pour les remercier de leur bonne volonté et de leur investissement, une soirée de remerciement qui est prévue avec eux. Donc le recrutement, on voulait que ce soit une démarche basée sur le volontariat. On aurait pu aller choisir des familles pour que ça remplisse toutes nos catégories, une personne seule, une personne avec 2 enfants, un couple avec 3 enfants, des retraités, des jeunes, des moins jeunes, bref. Sauf qu'on s'est dit, si on va chercher les gens sur la base de ces critères, scientifiquement, on sera hyper satisfait parce qu'on aura toutes les représentations, mais on n'est pas sûr que les gens aillent jusqu'au bout. Alors que si on demande une démarche volontaire, ils choisissent, ils s'inscrivent, et dans ces cas-là, on a plus de chances qu'ils nous accompagnent jusqu'au bout.
Donc on a diffusé une annonce, voilà, via différents canaux, les réseaux sociaux, nos réseaux professionnels et personnels par mail. Bordeaux Métropole va diffuser aussi l'annonce, les associations environnementales, etc. Ensuite, donc, on a fait l'entretien social avec ces gens qui ont accepté. Donc, on avait une centaine de familles qui ont répondu d'abord à l'annonce et 80 qui ont accepté de faire l'entretien social, au cours duquel on a abordé des questions sur leur quotidien, donc ça, c'est ce qu'on appelle des questions ouvertes. Chacun répondait ce qu'il voulait. Et puis, des questions plus, je reviens, des sortes d'engagement vert, d'idéologie, de sensibilisation, etc. Donc là, c'était plus des questions fermées. Direz-vous que vous triez vos déchets de pas du tout à complètement, etc. Ça, c'est des images de la réunion de lancement qu'on a fait au mois de septembre. Donc là, on a expliqué aux familles l'outil numérique, le suivi, l'application web qu'on leur demande de remplir quotidiennement. Et puis, scientifiquement, on avait besoin que tout le monde soit dans les mêmes conditions. Donc, on a lancé l'expérience en même temps avec cette réunion. C'était un top départ pour tout le monde. Donc l'outil numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour recueillir les données de chacune des familles au quotidien. Et donc avec ça, on va avoir la diversité des produits utilisés par l'ensemble des familles, la fréquence des pratiques et les quantités utilisées avec les pesées. On va demander on a demandé la même chose pendant la période dite de référence, donc c'est que les gens continuent leur pratique quotidienne, et puis ensuite pendant la période de changement. J'ai perdu mon idée, je pensais à une chose et j'ai oublié. C'est pas grave, ça me reviendra sur la diapo d'après. Donc ça, voilà, c'était une image du suivi. Et en parallèle, pour quelques familles, on a fait un suivi chimique. C'est-à-dire qu'on a prélevé les eaux usées, maintenant, pendant la période de référence, et puis on fera la même chose pendant la période de changement, pour voir si chimiquement, on arrive à quantifier la différence. Si le fait qu'ils fassent tous ces efforts, on peut le mesurer. Alors, on espère avoir des résultats, mais là, on a été beaucoup moins, je ne peux pas dire chanceux, mais les contraintes étaient très importantes pour pouvoir faire le suivi chimique, et on n'a que 5 familles auprès desquelles on peut faire ce suivi. Les contraintes, c'était d'être sur un réseau qu'on appelle séparatif, c'est-à-dire que les eaux usées ne sont pas mélangées aux eaux pluviales. Parce que sinon, si on fait le prélèvement un jour où il pleut, les eaux usées sont diluées, donc ça fausse nos résultats. Donc, un critère séparatif. Deuxième critère, habitat indépendant. Si vous êtes en habitat collectif dans un appartement, que vous êtes le seul à faire l'expérience, ça ne marche pas. Donc ça a éliminé aussi plusieurs familles. Ensuite, le critère accessibilité. Il faut qu'on soit placé au niveau de ce qu'on appelle un regard, vous savez, les plaques d'égout. Il faut que le réseau de la famille arrive jusque-là. Si le réseau de la famille arrive au milieu de la rue et qu'on est branché non plus loin, on est embêté, on ne pourra pas le voir. Donc, voilà, une fois qu'on a mis tous ces critères bout à bout, il nous en est resté 5. Donc ensuite, on fait un suivi quotidien, tous les jours, ça comprend aussi le week-end, parce qu'il y a certaines personnes qui font le ménage la semaine, et puis il y en a d'autres qui font le ménage le week-end. Et puis il y a certaines personnes qui pratiquent certaines activités en semaine et pas le week-end ou inversement, donc il fallait qu'on puisse avoir ensemble des pratiques. Donc on a fait des prélèvements tous les jours, et ensuite on recompose, parce que sinon ça faisait beaucoup trop volumineux en termes d'échantillons pour les laboratoires. On a recomposé un échantillon hebdomadaire. On a pris un petit peu de chaque jour pour avoir celui de la semaine. Donc ça, c'est les molécules spécifiques qu'on recherche. Je pense que je vais passer sur le détail. C'était parce que c'est ça qui va nous permettre de faire le lien entre les pratiques, ce qui est étudié au niveau sociologique, et ce qu'on voit au niveau chimique. Ensuite, donc, on a fait la phase de référence. Les gens, ils ont fait chez eux comme ils font d'habitude. Juste, ils ont renseigné notre petite application. On a fait nos prélèvements d'eau. Et puis maintenant, on a fait une réunion de mi-parcours. On leur demandait comment ils ont vécu cette première période. On n'a eu que des retours positifs. Très honnêtement, on a eu peur. Hein. Quand on s'est dit, on leur accorde la parole, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont pas nous dire, vous êtes bien gentils avec votre truc, mais nous, ça nous embête? Non, on a eu que des retours positifs, des gens hyper impliqués, hyper motivés. Et puis, on leur a donc demandé à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme changement, comme modification de comportement, comme changement de pratique pour réduire la contribution. Donc, c'était des ateliers où ils réfléchissaient en groupe, etc. Et à la fin, ils devaient donc s'engager, écrire sur un papier, pris en photo avec ce papier, dire « Je m'engage à tester chez moi, à changer telle pratique ou tel produit. » Voilà, et on verra donc au bout des 4 semaines d'expérience que ça donne. Donc, les changements possibles, c'est au niveau de ce qu'on appelle la substitution. Donc, on remplace un produit classique par un produit écolabellisé, censé être plus vertueux, par un produit plus naturel ou fait maison. On peut citer l'exemple du vinaigre blanc pour déstartrer la salle de bain, ou du savon noir pour laver le sol de la maison, par exemple.
ou remplacé par une pratique mécanique. Au lieu d'utiliser de la mousse à raser, on peut passer sur un rasoir électrique. C'est des propositions, hein, les gens sont absolument libres de choisir celle qu'ils préfèrent. Une autre possibilité, c'est la réduction, donc c'est réduire les doses, d'où la quantité, enfin, le fait que la quantité mesurée soit vraiment importante, parce que sinon, comment on évalue que les gens ont réduit leur dose si on n'a pas des chiffres? Donc ça, c'est grâce à la pesée, donc une réduction de dose, ou une réduction de la fréquence. Si par exemple, vous faites un shampoing tous les jours, est-ce qu'on peut essayer d'en faire un tous les 2 jours? C'est des tests. Une chose qu'on n'avait pas imaginée au départ, que les familles nous ont avoué, c'est aussi réduire la quantité de produits. Parce que finalement, notre petite application où il faut remplir tous les jours le nombre de produits que tu as utilisés, si tu as moins de produits, tu as moins besoin de remplir l'application. Eh ben, on l'avait pas fait dans ce sens-là au départ, mais finalement, le fait de prendre conscience, de se rendre compte de ce qu'on utilise tous les jours, quotidiennement, et de l'écrire pour vraiment voir, il y en a qui me disent, ah ben, j'avais 5 crèmes hydratantes, j'en ai plus qu'une, hein. Parce que c'était trop lourd. Donc voilà. Ou alors, une autre possibilité, c'est l'arrêt de la pratique. Là, c'est clair et net, on ne revient pas en arrière. Donc, on a demandé donc aux gens de s'engager sur un changement. Ils étaient libres s'ils souhaitaient d'en faire plus. Nous, scientifiquement, on en avait besoin d'un. Et quand c'était des familles, on va dire familles en termes de plusieurs personnes dans le ménage qui participaient, ils étaient libres, que ce soit seulement la personne qui a suivi depuis le départ, soit d'engager pour leur foyer. C'est eux qui décidaient s'ils incluaient ou pas leurs enfants et leurs conjoints dans l'expérimentation. Et donc, en fait, on a une évaluation qualitative avec un questionnaire qu'on va leur envoyer toutes les semaines, de questions très simples. Êtes-vous satisfait? Continuez-vous à faire la pratique? Est-ce que vous y retrouvez au niveau économique? Est-ce que vous y retrouvez au niveau du temps, au niveau des contraintes? Voilà, c'est des oui-non, parce que ça va vraiment être des outils nécessaires pour nous, si on veut ensuite l'appliquer à d'autres personnes. S'ils nous disent, je suis hyper satisfait de l'avoir fait, je suis vraiment fier de moi d'y arriver et d'y tenir, mais alors, ça me prend un temps fou, on sait très bien que ça ne va pas être transférable. D'autres personnes ne pourront pas se satisfaire uniquement du critère de ça marche pour l'appliquer, parce que dans leur emploi du temps, ça ne rentrera pas. De la même façon, si certaines familles nous disent c'est génial, ça marche, je suis content, mais économiquement, ça me coûte une fortune, on sait très bien aussi qu'on ne pourra pas transférer cette pratique à l'ensemble des gens, puisqu'ils n'auront pas les moyens de le faire. On en revient à notre évaluation quantitative, toujours l'outil numérique à remplir, la pesée des produits et nos mesures chimiques. On a voulu aussi, les psychosociologues de notre groupe de travail ont souhaité tester ce qu'ils appellent l'influence. Je parlais tout à l'heure de l'influence des réseaux sociaux, du réseau familial, amical, professionnel. Donc en fait, sur nos 60 familles de volontaires qui nous suivent toujours, il y a ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir aux réunions de mi-parcours, qui n'ont pas eu l'occasion d'être pris en photo avec le panneau « Je m'engage à… voilà ». Donc eux, ils ne sont pas engagés. On va voir si, mine de rien, ils arrivent quand même à le tenir. Ils ne sont pas non plus influencés. Ça veut dire qu'ils vont faire leurs petites expériences dans leur coin et on verra à la fin ce que ça donne. Ensuite, il y a ceux qui sont venus à la réunion, qui ont été pris en photo et qui, eux, donc s'engagent, et à qui on ne va pas non plus faire subir d'influence. Et enfin, il y a un autre groupe à qui on va faire en plus de l'engagement, un test d'influence. Au bout de 2 semaines, donc à la moitié de la période de changement, on enverra un mail. Alors c'est un exemple, hein. Scientifiquement, on ne s'est pas encore mis d'accord sur la phrase. Du genre, la moitié des familles ont réussi à changer 2 pratiques, au lieu d'une seule initialement demandée. Et on va voir si ceux qui s'étaient proposés d'en changer qu'une vont du coup essayer d'en changer 2. Et si ceux qui avaient décidé d'en changer 3 vont dire, ah bah attendez, les autres en font que 2, je vais pas en faire 3, hein, je vais me revenir à 2. On veut voir, voilà, quelle influence ça peut avoir. Alors, très honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que vu qu'on ne sait pas si déjà les gens vont arriver à tenir ou pas la pratique, il va y avoir plusieurs facteurs dans l'interprétation. Mais on voulait quand même savoir si ce critère, voilà, influence sociale pouvait participer. Donc pour finir, à la fin de la période, on aura donc les focus group, le terme scientifique pour dire groupe de travail et des débriefings, où on va parler avec les gens de leur ressenti de l'expérience en tant que telle, et puis de leur ressenti du changement. Donc là, ce sera au mois de décembre. Ensuite, donc au mois de janvier, comme je disais tout à l'heure, les remercier très chaleureusement pour leur participation et leur investissement. On leur fera une réunion dédiée sur les résultats, parce que c'est quand même une grande demande qu'ils ont. Tous ils nous disent, mais on veut les résultats, on veut savoir, on veut comprendre. Moi, je trouve ça normal. Et puis derrière, ce sera pouvoir généraliser tout ce qu'on aura retiré comme enseignement, comme voilà, cette petite échelle expérimentale, comment on la transfère. Alors, dans un premier temps,
à Bordeaux Métropole, à l'ensemble de la métropole. Dans un deuxième temps, on va dire national, vu que c'est financé le projet par l'AFB et les agences de l'eau. Et puis on aura surtout ce qui motive, ce qui est un moteur pour le changer et ce qui est un frein. Parce que ça, c'est surtout ça qui va être vraiment important pour comprendre. Alors rapidement, je vous présente ce qu'on peut tester sur les autres sources de pollution. Donc au niveau de la source hospitalière, on disait tout à l'heure que certains acteurs n'avaient pas l'information, n'étaient pas sensibilisés à cette problématique. Donc on a créé une vidéo, qu'on a appelée une vidéo scribing, ce sont les vidéos à la mode, où ça, au fur et à mesure de la vidéo, on voit apparaître les éléments. Alors c'est pas les vidéos dessinées, mais c'est des vidéos où vous avez toutes les informations qui vous expliquent. Donc on a une vidéo qu'on espère pouvoir diffuser au sein de l'hôpital, au sein des professionnels et du personnel, pour qu'ils puissent prendre en compte nos résultats de recherche sur l'hôpital, sur leur lieu de travail, et qu'ils se l'approprient et du coup en prennent conscience. On a aussi un petit groupe de travail avec les acteurs du service hygiène et entretien, notamment lors de notre dernière réunion. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une nouvelle directive, préconisation au niveau de ce qu'ils appellent les détergents désinfectants, donc ceux qu'ils utilisent pour nettoyer les salles opératoires et les chambres des patients. Ils préparaient 8 litres d'eau avec une quantité déterminée de produit pour 48 heures. Et la norme vient de leur demander de passer à 24 heures. C'est-à-dire qu'une fois que les 24 heures sont écoulées, on jette le produit et on en reprépare. Et en discutant avec eux, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas changé la pratique. Ils sont restés à préparer 8 litres d'eau contaminée, entendons-nous bien, avec le produit dedans. Mais quand finalement on ne l'utilise plus pendant 48 heures, mais pendant 24 heures, il y a de fortes chances pour que ce qui était nécessaire pendant 48 heures, 8 litres, ce soit trop. Donc ils vont tester chez eux s'ils peuvent passer à 6 litres, ou à 4 litres, ou à 3 litres, ils vont voir. Et pour nous, c'est une petite victoire parce que tout ce qui est déjà pas utilisé ne sera forcément pas rejeté. Donc c'est un premier pas. Et puis l'hôpital était très content parce que ça va leur faire économiser des produits. Donc tout le monde s'y retrouve dans ce cadre-là. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la source professionnelle, alors professionnelle, ça inclut la collectivité, Bordeaux Métropole, qui a commencé, Charité Bien Ordonnée commence par soi-même, donc a commencé par faire son propre cas d'étude des micropolluants qu'elle utilisait dans l'ensemble des services, donc entretien des espaces verts, de la voirie, du réseau d'assainissement, etc. Et notamment, dans l'entretien du réseau d'assainissement, même si cette tâche est confiée à Suez dans le cas de Bordeaux, ça reste la métropole qui prend les décisions. Et donc, il y a une décision importante, c'est la dératisation. C'est lutter contre les rats qu'on retrouve dans les égouts et qui passent et qui se retrouvent dans les villes. Personne n'a envie d'avoir des rats ni dans sa ville ni dans ses égouts. Donc, on utilise des grandes quantités de raticides, des produits chimiques forcément toxiques, comme les pesticides, comme les insecticides. Et dans certains cas, le réseau est raccordé à la station d'épuration. Donc, le produit chimique, on le met, le rat le consomme ou pas. Il va à la station d'épuration, il est traité, c'est très bien. Dans d'autres cas, c'est tout ce qu'on appelle le réseau pluvial. Ça va directement au milieu naturel. Donc ça revient, si le rat ne consomme pas le produit, à jeter directement du raticide. Alors je caricature volontairement, mais à jeter du raticide dans le milieu naturel. Donc Bordeaux Métropole a choisi de tester et d'expérimenter dans le cadre du projet une solution mécanique de dératisation, et on va lancer ça là au mois de décembre, en espérant avoir des résultats concluants pour arrêter ou en tout cas limiter la pratique. Là, par contre, ils sont un peu moins contents qu'à l'hôpital parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mais on va quand même voir parce que le jeu en vaut la chandelle. Au niveau de la source pluviale, on teste différentes options. Je vais en présenter 2 principales. Ce qu'on appelle une technique alternative ou solution compensatoire, c'est le fait de retenir l'eau de pluie là où elle tombe. Parce que forcément, moins elle ruisselle, moins elle se charge en pollution. Donc là, on a tout intérêt à retenir l'eau à la parcelle. Donc on a un petit projet inclus dans Regard d'étude de ces techniques pour voir si effectivement elles sont moins polluées, enfin si les eaux pluviales qui sont dans ces techniques sont moins polluées que les eaux pluviales qui sont dans des gros collecteurs et qui auront récupéré l'eau après avoir fait des mètres, voire des kilomètres sur les goudrons, bitume, surface, etc. Et l'autre projet, alors là on change un peu de paradigme, on n'est plus dans un changement de comportement, on passe sur une solution de traitement. Les eaux pluviales, donc à l'heure actuelle, si elles sont sur un réseau séparatif, ne vont pas à la station d'épuration, elles sont rejetées directement au milieu naturel. C'était construit comme ça parce qu'à la base, on pensait qu'elles étaient propres, ces eaux, donc on n'est pas besoin de les traiter.
Maintenant, on est en mesure de savoir, puis je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'elles ne sont pas si propres que ça, on envisage une solution de traitement. Donc on est à l'échelle pilote, à l'échelle modélisation, où on va essayer de voir dans quelle mesure on peut traiter ces eaux à moindre coût, parce qu'on va quand même en revenir à cette problématique, pour essayer de la débarrasser, en tout cas des plus grosses particules sur lesquelles un grand nombre de polluants sont accrochés. Donc si on retient ces particules, ça permettra de réduire les polluants. Donc voilà, pour conclure, l'ensemble du projet, c'est de pouvoir être en mesure de faire des préconisations de réduction qui seront efficaces parce qu'on les aura testées, on pourra le dire si ça marche, et appropriables, puisque dans la plupart des cas, les ayant testés, on saura si les gens, alors les citoyens, les producteurs, distributeurs, gestionnaires, informateurs, prescripteurs, etc., sont en mesure de s'approprier les solutions qu'on propose pour les diffuser. Donc, dans un premier temps à l'échelle de la métropole, et puis on espère ensuite à l'échelle d'autres collectivités qui seront intéressées par ces résultats, par ces réductions. Je vous remercie pour votre attention.